2018, au sommaire, après une année passée à la tête de l'Union africaine, la Guinée présente le bilan de sa mandature aux ambassadeurs accrédités dans notre pays. À Boké, la réalisation du port d'Apilon va doter le pays d'un port minéralier commercial d'une capacité de près de 26 millions de tonnes par an. Un chantier naval est aussi en chantier sur le site. Santé, le cancer du foie, l'une des pathologies cancéreuses les plus meurtrières en Guinée. Elle touche près de 700 personnes par an, dont les 80% trouvent la mort. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Quel est le bilan laissé par la présidence guinéenne à l'Union africaine? La question est au cœur de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs accrédités en Guinée. Mamadi Touré a expliqué aux diplomates les efforts déployés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour le rayonnement de l'organisation et les innovations apportées pendant son mandat. Mahmoud Bari revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Il s'est agi au cours de cette rencontre d'expliquer aux diplomates le bilan de la présidence de la Guinée à la tête de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a précisé que la présidence de professeur Alpha Condé ces 12 derniers mois à la tête de l'organisation a apporté du sang neuf à l'Union africaine. Il dira par ailleurs que la réforme de l'organisation panafricaine, le retour du royaume chérifien au sein de l'organisation et le leadership de la commission ont été entre autres actions menées par professeur Alpha Condé pendant son mandat. Les défis que le président a rencontrés lors de sa accession à la présidence de l'Union africaine, c'était des grands défis que beaucoup d'observateurs pensaient que ces défis allaient remettre en cause l'unité et la stabilité même de l'institution continentale. Donc, comme je l'ai dit, le renouvellement de leadership. Il y a eu une transition de 6 mois, ça veut dire que l'Union africaine n'arrivait pas à changer le leadership et le président a relevé ce défi. Grâce justement à son esprit de consensus, et il a pu amener les États africains à s'entendre sur un certain nombre de leaders, et non seulement le président de la commission, mais aussi les autres commissaires. Le deuxième, c'était l'admission de l'intégration du Maroc dans l'Union africaine. Et comme je l'ai dit, on avait prédit l'éclatement de l'Union africaine, parce que ça avait divisé l'OUA à l'époque. Et le président, encore par son tact, a réussi à ramener les positions, à obtenir un consensus basé sur la légalité et l'esprit de solidarité africaine. Donc, et le troisième défi, c'est la réforme institutionnelle de l'Union africaine. C'est vrai que ça a été entamé, ceci a été confié au président Kagame, mais c'est le président Alpha Condé qui a donné un pouce, un élan, un nouvel élan à cette réforme qui a donc permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. La décision de prélever 0,2% de taxes sur les importations éligibles en vue du financement de l'Union africaine et le concept de chef d'État champion ont permis aux pays membres de prendre une part active à l'épanouissement de l'organisation panafricaine, a remarqué le ministre des Affaires étrangères. Cet exercice a été l'opportunité pour les diplomates accrédités en Guinée de louer les efforts déployés par professeur Alpha Condé pendant son mandat à la tête de l'Union africaine. Nous apprécions également les progrès réalisés sous la présidence guinéenne dans la mise en œuvre de l'agenda de réforme, y compris le financement de l'Union. Et nous restons à vos côtés pour appuyer les réformes que vous êtes en train d'entreprendre. Durant sa présidence, donc, le Maroc a pu réintégrer l'Union africaine et grâce à lui, il y a eu la défense de la légalité et des textes de l'Union africaine. En 2017, l'Union africaine était à la portée de tous les événements internationaux. L'Union africaine a été présentée partout dans le monde d'une manière efficace, dynamique et
et surtout compétent. C'est la première présidence de la Guinée à la tête de l'institution panafricaine depuis sa création en 1963. La présidence du chef de l'État guinéen ramène les projecteurs sur l'Union africaine, mais aussi donne de l'espoir à l'organisation. Venons-en maintenant aux échos des élections communales. Dans les circonscriptions de Lola et de Nzérékoré, les résultats provisoires ont été affichés pour le grand public. Pour l'heure, aucune contestation n'est relevée. Abdoulaye Ndiari Diallo, envoyé spécial en Nzérékoré. Les résultats provisoires de la commune urbaine de Lola sont connus. La compilation des résultats par la commission administrative de centralisation des votes de la commune urbaine de Lola s'est toutefois déroulée sans l'opposition. Elle a opté pour la chaise vide, toute chose qui n'a pas empêché le déroulement normal de la centralisation des procès-verbaux. Une opposition qui a existé très bien jusqu'au début du dépouillement de la centralisation à Boudé-Lassa. Et nous avons continué les opérations. Pour moi, c'est légitime parce que dans la démocratie, à la contestation, ça fait partie de la démocratie des règles du jeu. Il disait que certains délégués n'avaient pas reçu de fiche de résultats. Au moment où un parti politique n'a pas reçu de fiche de résultats, les 6 autres disent nous avons tous reçu. En revanche, dans la commune urbaine de Nzérékoré, la centralisation des procès-verbaux et proclamation des résultats provisoires se sont déroulés devant les délégués de l'opposition. Le superviseur de la CENI salue cette maturité politique. Les travaux se sont passés dans les règles de l'art, tant bien par les membres de la commission que même la compréhension par les acteurs. Et donc à Nzérékoré, c'est une accalmie totale. Les résultats de la commune urbaine, c'est publié. Nous avons dit que c'est accepté parce que jusqu'ici, il n'y a pas de contestation formulée par rapport à ça. Il y a donc un calme au niveau de la commission. Les gens s'apprêtent à quitter la salle. Au total, 267 magistrats ont été déployés à travers le pays pour présider les commissions administratives de centralisation des votes. Parallèlement, dans les circonscriptions de l'Abbé Pita et Mali, les résultats provisoires sont également connus. Plus de détails avec Salimatou Kanté. Je vais faire le devoir de féliciter le groupe qui a travaillé par rapport aux résultats communaux et communautaires dans la commune urbaine de l'Abbé. Les travaux de centralisation des résultats des bureaux de vote de la commune urbaine de l'Abbé ont pris fin hier. Le taux de participation est de 46,58%. Cette liste de candidats ont compétit. Le représentant de l'institution de la CENI se félicite du bon déroulement des élections à l'Abbé. Les élections se sont bien déroulées dans la circonscription électorale de l'Abbé et les résultats qui ont été proclamés ont été acceptés. Vous avez vécu avec nous. Les applaudissements ont prouvé que les résultats ont été acceptés par tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Donc je suis un superviseur vraiment satisfait au nom de la CENI. Ces applaudissements dénotent l'acceptation des résultats par tous. Il y a 36 bureaux de vote qui ont été écartés suite à des anomalies. Nous espérons qu'à un certain niveau, s'il y a des bureaux de vote qui pourront être réintégrés pour encore qualifier la sérénité du scrutin, ça nous fera plaisir. Mais en tout cas, les résultats qui sont sortis, ce sont des résultats aujourd'hui acceptés de tous de façon transparente, sortis de la CACV de l'Abbé. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction totale. Toute chose bien finit bien. Et je remercie l'ensemble des couches laborieuses de l'Abbé parce qu'aujourd'hui, si nous avons abouti à ce résultat accepté de tous, ça a été l'œuvre de tous. Donc je ne peux que remercier les uns et les autres. Ces élections qui tournaient à l'inquiétude se sont finalement bien déroulées en Moyenne-Guinée. Dans l'actualité également, les cadres du ministère de l'Éducation nationale ont animé un point de presse. Il était question d'expliquer à la presse les priorités actuelles du système éducatif guinéen. Reportage Mamaï Sata Kamara. Les responsables de l'éducation nationale rencontrent la presse pour débattre des problèmes de l'école guinéenne. Pour Sénissila, conseiller chargé des questions pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale, les revendications qui menacent aujourd'hui la stabilité du secteur n'obéissent pas aux procédures légales. L'objectif, c'est de donner
de bonnes informations sur les troubles que l'école guinéenne a connus. Nous pensons que nous sommes dans la démarche normale et ne sommes pas pris de court. Parce que nous ne sommes pas à notre première rencontre. Et comme j'ai eu à vous le dire, c'est que cette fois-ci, la particularité, nous avons voulu que tous les organes de presse soient réunis en un même lieu pour que nous parlions ensemble, au lieu de rencontrer isolément les organes de presse. Pendant des heures, journalistes et cadres de l'éducation ont échangé sur le bon fonctionnement du secteur. Le conseiller Silla a évoqué également les critères relatifs aux activités syndicales. Nous demandons à ce collègue enseignant, comme à tout autre enseignant d'ailleurs, d'abord de faire référence à nos textes réglementaires, textes de lois et règlements. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faudrait que chacun sache qu'avant de réclamer des droits, on doit faire d'abord ses devoirs. Deuxièmement, nous devons de comprendre que le dialogue social est plus important que tout le reste. On ne gagne rien dans les diatribes, on ne gagne rien dans la violence. Tout doit se régler à l'amiable, en suivant la procédure légale, en suivant le processus normal de dénouement d'une crise à l'institutionnel. Parce qu'il y a un cadre institutionnel pour s'occuper des problèmes de revendication des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Cette procédure, chacun de nous doit le savoir et chacun de nous doit s'en approprier et l'appliquer pour qu'il y ait la paix dans la cité. Cette conférence de presse a permis aux journalistes de comprendre les tenants et aboutissants des grandes questions qui préoccupent l'école guinéenne. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Le slogan se matérialise peu à peu en Guinée avec la diversité des produits locaux. Et bientôt, une usine de fabrication des boissons va ouvrir ses portes à Conakry. La matière première de ces boissons proviendra des produits guinéens. Le ministre de l'Industrie s'est rendu sur les installations de l'entreprise dans la zone industrielle de Sonfonia. Abdul Karim Kamara. Un détour à la zone industrielle de Sonfonia. Cet établissement est spécialisé dans la production et la transformation de la farine. À côté, un immeuble pousse de terre pour abriter une agro-industrie. Les responsables de l'entreprise nourrissent l'ambition d'implanter ici une unité de production de boissons gazeuses, énergisants et de l'eau aromatisée. Un projet qui se veut grandeur nature. On compte produire plus de 50 000 bouteilles par heure, donc ce sera la plus grande unité de production de jus en Guinée et l'une des plus grandes de la région. On va créer des groupements au niveau du pays. On va les accompagner à tout ce qui est semences, à tout ce qui est technologie de culture. Les travaux qui se font ici se font par des Allemands qui suivent en général des normes très strictes en matière de construction. Alors de ce point de vue, nous n'avons pas vu de défaut, au contraire. C'est très encourageant ce que nous avons vu, surtout les délais. Ils ont respecté les délais en respectant les règles de l'art et de la bonne construction. Les installations de la nouvelle chaîne de production sont visitées par les autorités de l'industrie. Au 6e étage se trouve l'unité centrale de l'usine appelée pneumatique. Le ministre de l'Industrie est impressionné par cet investissement. Un facteur économique porteur de croissance et d'emploi qui répond à la politique d'industrialisation de la Troisième République. Le gouvernement accompagne par rapport aux avantages liés à tous ces investissements. Le fait de mettre les industries dans un premier temps permet de créer les conditions pour rassurer déjà nos paysans, comme quoi lorsqu'ils vont se lancer dans la culture de ces produits-là, ces produits pourront avoir des débouchés. Donc bien entendu, ils vont importer dans un premier temps la matière première, mais c'est un plan de développement qui est mis en place pour d'abord avoir l'outil de transformation et ensuite investir également dans les espaces culturels pour pouvoir produire la matière première localement. Les deux usines sont sur une surface de 4 hectares.
L'entreprise sollicite une extension du domaine devant servir d'espace complémentaire. Quant au ministre, il demande une requête d'extension afin d'étudier les besoins. La Guinée en phase de faire de son secteur minier un levier de développement économique. La réalisation du port de Dapilon à Boké permet ainsi de doter le pays d'un port minéralier, mais aussi commercial avec une capacité de près de 26 millions de tonnes par an. Sous le site, un chantier naval est également en construction. Reportage Valérie Talimane, Momelamine Kaba. Au-delà de son caractère minier, un chantier naval est en construction au port de Dapilon. Le site dispose d'une capacité supérieure à 25 millions de tonnes par an, ce qui fait de lui l'un des plus grands ports minéraliers au monde. Pour répondre aux attentes commerciales, de grandes installations sont effectuées afin de diversifier le service portuaire. Et cela va permettre de créer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences en Guinée, parce qu'ils vont former des Guinéens à la maintenance, à l'entretien de bateaux, et ce sera une première dans toute la sous-région. Une équipe technique composée de Singapouriens et de 25 Guinéens assure le montage et la maintenance des bateaux. L'expérience singapourienne est partagée pour améliorer la qualité des services. Nous avons utilisé les techniques, les principes à la fois chinoises et singapouriennes. Mais bien sûr, l'expertise vient avec le financement et la technique. Et avec le temps, nous avons toujours formé les Guinéens avec les pour améliorer leurs compétences nécessaires pour ce travail délicat. Après le port de Katogouma, Dapilon est le second port du consortium SMB. Ces différents édifices portuaires vont permettre d'accroître le flux commercial dans l'importation et l'exportation des produits. Ce que je demande, c'est permettre aux populations riveraines de voir ce qui se fait ici. Parce que généralement, quand les populations ne savent pas ce qui se fait dans les localités, elles ont généralement des réserves. Mais c'est permettre à toutes les populations de comprendre les investissements qui se font dans notre localité. Et moi, j'ai espoir pour Boké. Je sais que dans 2 à 3 ans, Boké va bouger. Les premières activités du bateau en construction de Winning African Shipping Energy seront lancées le 10 mars prochain. Un travail qui va créer l'emploi direct à plus de 300 personnes, dont 100 expatriés. Pendant ce temps, le pays a entamé son processus de validation aux nouvelles normes de l'ITIE internationale. Le rapport initial 2016 est élaboré et le nouvel formulaire de remplissage des rapports à venir est aussi communiqué aux représentants des sociétés minières et régies financières du pays. Explication Mohamed Alpha Baldé. Pour 2018, c'est l'un des principaux challenges du secteur minier guinéen. Mener à bien la nouvelle validation de la Guinée aux normes ITIE. Aussitôt recruté, le cabinet en charge de la production des rapports 2016 et 2017 présente ses premiers résultats. Le rapport initial est élaboré, il marque le début du processus de validation. Il est vrai que si la norme 2016, si on la compare à l'ancienne version qui est de 2013, donc elle est plus exigeante dans la mesure où on a beaucoup plus d'informations. Donc au-delà des paiements, des simples paiements effectués par les entreprises, il y a d'autres informations qui devront être divulguées au niveau du rapport ITIE, telles que la propriété réelle, telles que les données sur la production, sur les exportations, mais aussi sur le rôle des entreprises d'État dans le secteur extractif, donc tout ce qui est opération aussi effectivement par rapport aux donc réalisé par ces entreprises, leur rôle, les revenus qu'ils encaissent, la relation avec l'État, mais aussi le processus budgétaire, l'utilisation des revenus extractifs. Donc tout cela devrait être exposé donc au niveau du rapport ITIE. Puis c'est au tour des représentants des différentes sociétés minières et régies financières de l'État de prendre connaissance de la nouvelle méthode de remplissage des formulaires de déclaration qui sont plus explicites avec la prise en compte de nouvelles exigences. Un des éléments importants de cette évaluation pour notre pays sera le rapport ITIE Guinée 2016. Or, pour avoir un rapport de qualité, il faut des données fiables,
Ces données sont obtenues grâce au formulaire de déclaration. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée entend finaliser le rapport en cours d'élaboration en avril prochain. Si la Guinée réussit cette nouvelle validation, le pays pourra attirer plus d'investisseurs miniers et rationaliser davantage la répartition des richesses issues de l'industrie du sous-sol. Par ailleurs, le gouvernement poursuit la réalisation de son programme de désenclavement des zones rurales du pays. Il s'agit de réhabiliter les routes communautaires des zones de grande production agro-pastorale. Cancan vient de connaître le lancement des travaux d'une route reliant la ville à plusieurs greniers. Elle est longue de 48 km. Ansoumane Toumani Camara. C'est une route communautaire de 42 km qui relie la commune urbaine de Cancan à plusieurs localités de grande production agricole au nord-ouest de Nabaya. Sa réhabilitation prévue pour 4 mois coûte 8 milliards de francs guinéens au budget national. Ce sont les tout premiers travaux d'envergure sur ce axe depuis plusieurs décennies. Les différentes dimensions, on va prendre 10 mètres de large, mais 7 mètres qui sera franchement préparé pour les chaussées. Il y a 18 dallos à réaliser dans le contrat. De mon côté, moi je suis fin prêt. Voici les ingénieurs, les chauffeurs, les opérateurs, voici les engins. Tout le monde est prêt. Jadis, pendant la saison des pluies, nos villages étaient coupés du centre-ville. Vivre aujourd'hui le lancement des travaux de cette route, c'est une délivrance pour nous. Toutes nos gratitudes au président de la République et à son gouvernement. Le désenclavement des zones rurales du pays est un programme ambitieux du gouvernement qui va booster l'économie des producteurs à la base. Pour un résultat escompté de cet important investissement, le maître d'ouvrage tient à la qualité des travaux. Concernant les qualités, je l'ai dit et je réitère, on va pas, ça sera quelque chose qui ne sera pas négociable. Il faut la qualité pour cette route-là. La population a tant réclamé cette route et cette année, on a la chance d'avoir la route. Donc l'entrepreneur doit mettre tout en œuvre pour atteindre une meilleure qualité de route. Les populations de Soumankoyi et les autres localités traversées par cette route ont en marge du lancement des travaux exposé quelques échantillons de leur production. Par la voix des différents porte-paroles, elles ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et posé de nouvelles doléances. À Conakry, ouverture du colloque international sur les regards éthiques pluridisciplinaires en sciences sociales, environnement et santé. Près de 200 chercheurs guinéens et étrangers prennent part à la rencontre. Les travaux portent sur les nouvelles approches pour prévenir d'éventuelles maladies virales hémorragiques. Ça, Amaratolno, ça, Martin Fansenaduno. L'épidémie à virus Ebola a secoué la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Elle a mis à nu les faiblesses du secteur de la santé. Des appuis des partenaires techniques et financiers ainsi que des scientifiques ont permis aux autorités du pays de réussir sa riposte. Après cette phase douloureuse, les membres des comités nationaux d'éthique pour la recherche en santé et de bioéthique et le comité consultatif de déontologie et d'éthique organisent le colloque international sur les regards éthiques pluridisciplinaires en sciences sociales, environnementales et santé. La recherche en santé en Guinée a fait d'immenses progrès au cours de ces dernières années. Actuellement, à cause justement des séquelles de cette maladie, la nécessité de renforcer nos systèmes de santé, la nécessité de mettre en place des structures qui fonctionnent bien, qui sont vraiment au service du patient. Cette nécessité s'est faite sentir et les autorités, en particulier le ministère de la Santé et ses partenaires, font tout pour que notre pays soit 100% prêt au cas où il y aurait une
épidémies futures. Ces colloques s'articulent autour des communications scientifiques et du renforcement des capacités des participants. Des sessions plénières sont tenues pour permettre un échange d'expériences sur les questions éthiques des chercheurs évoluant dans divers domaines de la santé. Et l'idée de ce colloque, c'est un peu qu'on réfléchisse tous ensemble à tout ça, avec des personnes qui viennent d'horizons très divers. Il y a des gens qui sont des chercheurs en biologie, il y a des médecins, il y a des gens qui travaillent sur l'environnement, les sciences sociales, des ONG qui participent. Et donc tous ensemble, on réfléchisse pour que les recherches qu'on doit mener, comment on va les mener les uns avec les autres pour le bénéfice des populations. La santé humaine est dépendante de la santé animale et le tout dans l'environnement, d'où le concept une seule santé, donc One Health. C'est vraiment une opportunité pour ces spécialistes de se retrouver, de discuter des aspects d'éthique autour donc de ces questions de société, de santé, d'environnement, pour accorder un petit peu aujourd'hui les principes, les règles qui s'appliquent à ces secteurs. Pendant 3 jours, les chercheurs guinéens et internationaux, représentants des institutions d'enseignement supérieur et d'ONG, vont échanger sur les aspects scientifiques et médicaux, les essais thérapeutiques et les questions éthiques pour prévenir ou contenir d'éventuelles épidémies de maladies virales hémorragiques. Santé encore, le cancer du foie, une maladie méconnue par bon nombre de personnes, mais qui fait des ravages chaque année. En Guinée, les chiffres donnent froid dans le dos. Classé 2e maladie cancéreuse après celui du col de l'utérus, le cancer du foie aurait le taux de mortalité le plus élevé. Il touche le cancer environ 700 personnes par an, dont 80% de décès. Hadiet Bari nous fait le point. Le cancer du foie, un tueur bien silencieux selon les spécialistes en charge de la pathologie. En cause, l'absence de symptômes spécifiques qui empêchent le plus souvent le dépistage précoce du cancer du foie chez les patients. Par contre, la consommation abusive de l'alcool et les affections hépatiques sont les principaux facteurs de risque. Ils entraînent chez les malades la tumeur cancéreuse la plus virulente, appelée cancer primitif du foie. Le cancer primitif du foie, qui se développe soit à partir des cellules hépatiques, des cellules des voies biliaires intrahépatiques ou des cellules du tissu de soutien, le plus souvent dans notre contexte, ce sont des cancers qui surviennent sur un foie déjà malade. Ce qui fait la gravité. Le cancer du foie est le 2e type de cancer rencontré aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Son taux d'incidence est estimé à 30% pour 100 000 habitants, soit 700 nouveaux cas de cancer du foie enregistrés chaque année, selon les statistiques du registre du cancer du ministère de la Santé. La même source révèle un taux de mortalité d'environ 80% des patients affectés par un cancer du foie. Ce, malgré l'existence d'un traitement chirurgical comme l'ablation partielle du foie. Qui consiste à l'ablation, soit d'un lobe. Donc on peut faire une hépatectomie partielle. On a maintenant la radiothérapie conformationnelle, c'est-à-dire c'est une radiothérapie qui vise la lésion et qui permet de traiter la lésion sans dommage sur le foie restant. Ce que nous disposons sur place, c'est la chirurgie, mais qui est très limitée. L'autre traitement qui s'impose pour sauver le patient est la transplantation du foie. Il consiste à remplacer le foie malade par celui sain d'un donneur. Un traitement qui nécessite un plateau technique d'immunologie performant encore non existant en Guinée. En attendant, les spécialistes misent sur les mesures préventives comme la vaccination d'envergure contre le virus de l'hépatite B qui entraîne fortement le cancer du foie. Sport en brève imagé, le Guinéen Mamadou Keïta est sacré champion du monde en boxe thaïlandaise. Notre compatriote a battu l'Irlandais Brian Houston, 2 fois champion du monde dans la catégorie 95 kg. Le combat s'est déroulé en Belgique. Le champion Mamadou Keïta est attendu à Conakry pour présenter sa ceinture aux autorités.
À présent, faisons un détour du côté de Bagataï, c'est dans la région de Boké. La communauté Baga, une des plus anciennes de la Basse-Côte, conserve encore jalousement sa culture. Elle rappelle surtout le mythique masque Ndemba, appelé par d'autres Nimba. Cette déesse de la fécondité a été magnifiée par la communauté lors du premier festival Ndemba et Art Baga. Marie-Angélique Bangoura. Masques sculptés, accessoires en confection, les artistes font les dernières retouches pour parer les futurs danseurs de Dumba. Pour une question d'esthétique, cet accoutrement doit accompagner les danseurs pour accomplir le rituel de danse. Katako est conservateur du Dumba et du style Dumba. Et le Sengbe, à partir du moment où il est créé à partir de Katako, donc franchement, ce Sengbe doit être conservé. Donc à l'issue de cela, nous travaillons le Sengbe. Nous avions fait un mariage entre le Sengbe et le papa, ce qu'on appelle communément le djembé. Donc le djembé, c'est un instrument de musique de la Haute-Guinée, plus le Sengbe qui est de la Basse-Côte, précisément Baga. Comme dans les grandes cérémonies au Bagataï, l'ambiance est exceptionnelle. La communauté Baga accueille le premier festival de Dumba et Art Baga à Katako, sous-préfecture de Bintimodia, préfecture de Boké. Pour ce rendez-vous culturel, l'Art Baga est présenté dans toute sa splendeur. Les villages se distinguent à travers la diversité artistique. Ici, le masque Dumba ou déesse de la fécondité marque les esprits. Il est considéré comme premier masque sculpté au Bagataï, précisément à Binari. Le Dumba, la déesse de la fécondité, créée par Ansuman Semaï. Où il a trouvé le Dumba? En première position, c'est dans la mer. Quand il est venu, au lieu de danser le Dumba à Binari, il a replié, il est venu à Bigori. C'est là-bas où il a dansé le Dumba en première position. Pour moi, Dumba, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand je danse Dumba deux fois, j'ai des larmes, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Quand je voyais mes parents, mes papas, mes mamans danser avec ça, des fois j'ai la chair de poule, quoi. Pendant 2 jours au Bagataï, les participants découvrent rythme, chant, danse et art baga. Mesdames et messieurs, c'est avec ces belles images du Bagataï que prend fin ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain.